parler de ce qu'on appelle le nouveau management qui s'est installé progressivement à partir des années 80 dans les entreprises et puis qui a dérivé après en nouveau management public parce qu'on a étendu ces méthodes au secteur public et pas seulement privé, pour rappeler un petit peu l'origine et la nature de ce nouveau management des grandes entreprises. Les effets évidemment épouvantables, c'est pour ça que je parle de management criminel. Et je n'aurai pas le temps de parler du crime contre la nature, mais Corinne on pourra en parler ou en discuter si ça vous intéresse, en me limitant au crime contre l'humanité, quoique le crime contre notre nature et notre environnement est déjà aussi un crime contre l'humanité qui doit continuer à l'habiter. Donc en me limitant à l'impact sur la vie humaine, la santé humaine, mais en allant au-delà, en insistant sur le fait que c'est pas seulement un management qui est condamnable par ses effets désastreux sur les individus qui en sont victimes, mais en insistant sur une dimension qui retouche ce que j'appelle la déconomie, pas au sens ironique, mais au sens réel, c'est-à-dire de ceux qui déconnent vraiment, c'est-à-dire pas nous, que c'est aussi un crime contre l'entendement parce que c'est un management qui mobilise des ressorts de raisonnement parfaitement stupides, qui est inefficace économiquement. Et je conclurai, j'espère en avoir le temps, en rappelant et en vous expliquant comment, en fait, dans notre profession, enfin ma profession, pardon, parce qu'on n'est pas tous ici, ma profession qui est celle des économistes, et dans ce qu'on enseigne dans les manuels d'économie et dans la plupart des facultés de sciences économiques, comment, ça paraît hallucinant, mais comment la théorie économique dominante aujourd'hui et qu'on enseigne aux étudiants est incapable, et pourquoi elle est incapable d'intégrer des phénomènes comme ceux de la souffrance au travail, par exemple, et comment elle en traite quand elle en traite, vous verrez, c'est pas piqué des vers tellement c'est folle dingue. Voilà. Alors, pour aller vite, donc, le nouveau management dans les entreprises, à l'origine, ça partait presque d'une bonne idée, figurez-vous, à partir de la fin des années 70. Pourquoi? Parce qu'on est dans un rupture du modèle de croissance. La croissance des années 40, 50, 60, ce que plus tard on a appelé de 45 à 75, un peu maladroitement, les 30 glorieuses, à la suite de Fourastier, était un régime, en fait, d'expansion et de croissance fondé sur l'extension de la consommation de masse, voilà, à l'ensemble de l'Europe, des pays industrialisés, où on produisait des produits assez standardisés, à grande échelle, sur des usines de montage à la chaîne, avec des ouvriers spécialisés peu qualifiés, dans un management très hiérarchique. Il y avait le chef, le contremaître, les ouvriers, on fait tous la même chose. Bon. Et c'était très rentable, ça faisait des économies d'échelle, les coûts baissaient, ça permettait de baisser les prix et de les vendre. Bref, c'est l'installation de la consommation de masse à l'américaine, si vous voulez, à une partie du monde, limitée d'abord à l'Europe. Ça marche très bien en termes de croissance et de dégâts écologiques, hein, bon. C'est-à-dire qu'on fait exploser la consommation d'énergie, mais ça fait 5-6% de croissance dans beaucoup de pays européens, le quasi plein emploi, etc. Ce modèle de croissance s'épuise dans les années, déjà la fin des années 60, mais il s'épuise dans les années 70, parce qu'on est dans un autre régime. On a fait tous les gains, les économies d'échelle qu'on pouvait tirer de ce modèle-là, mais après, quand vous êtes dans des pays où les gens ont tous déjà une bagnole, 3 transistors, de télévision, un frigo, une résidence secondaire, enfin presque, pas tous, mais tout le monde a l'équipement, le truc est saturé, et donc pour qu'on puisse encore avoir de la croissance, il faut trouver autre chose, il faut renouveler les produits, donc on est sur des marchés plus compliqués. Et on ne fait pas la même bagnole pendant 15 ans en se disant, tant que les gens n'ont pas de bagnole, on va faire fortune. Non, maintenant ils en ont déjà tous une. Donc il faut les convaincre que la leur elle est nulle, qu'il faut la foutre à la casse pour qu'ils en prennent une autre. Et à ça vient s'ajouter, ça c'est l'épuisement du modèle technologique, vient s'ajouter la nouvelle concurrence, parce que pendant ces 30 années, peu à peu, vous avez des pays d'Asie, du Sud-Est, des pays d'Amérique latine, qui ont rattrapé une partie de leur retard de développement industriel, qui deviennent des compétiteurs. Et donc, on est dans un espace où on passe d'un état antérieur où on faisait la compétition entre une dizaine de pays, de grands pays industrialisés, à un truc où maintenant, il y a 10 nouveaux pays industriels. La concurrence est plus rude. Donc, la croissance s'effondre. Il y a les chocs pétroliers, le coût de l'énergie qui monte. Il faut trouver des nouvelles méthodes
de gestion et de production pour que ça soit à nouveau efficace, pour rétablir de la croissance et s'adapter à cette nouvelle situation. Alors il y a quelque chose qui va inspirer le nouveau management, c'est les méthodes japonaises. C'est pour ça qu'on appellera ça à un moment donné le toyotisme, parce que les Japonais, un petit peu en avance, ont compris qu'il fallait faire ce tournant et que la production à la chaîne standardisée avec des ouvriers qui comprennent rien à leur truc mais qui exécutent juste des ordres, en fait, c'est bientôt condamné, ça ne va pas être efficace, et qu'on va avoir besoin donc d'une production plus flexible où il faudra changer, fabriquer des petites séries, changer souvent les produits, du coup sur des produits plus complexes, avoir des travailleurs beaucoup plus qualifiés. Donc en réalité, mais c'était déjà le cas au Japon, attachés à l'entreprise, mais non seulement plus qualifiés, mais aussi très flexibles, c'est-à-dire polyvalents, pouvant changer, acceptant de changer d'activité, de poste en fonction de l'évolution des marchés, de l'évolution de la demande, etc. Donc il y a un besoin d'un nouveau modèle où on n'a pas besoin des mêmes travailleurs tout le temps dans la boîte pendant 10 ans pour faire la même chose. On a besoin de gens plus qualifiés et puis de gens qui acceptent de changer tous les 6 mois de poste, de travail en fonction des besoins, de moins travailler à une époque où il y a moins de boulot, davantage à un moment où il y a plus de commandes. Bon. Donc il y avait ce besoin de flexibilité et d'adaptation. Alors dans un premier temps, dans la littérature managériale de l'époque d'ailleurs, c'est couplé, c'est pour ça que je veux dire ça partait en partie d'une bonne intention, en tout cas dans les livres de gestion, etc. Et ça a été le cas en partie au Japon, d'ailleurs, c'est que à cette idée qu'on va avoir un travail donc plus flexible, plus malléable, plus polyvalent, était jointe une idée qui n'aurait rien, qui ne ferait pas, j'irais, susciter des cris de colère pour des vieux marxistes, à savoir qu'on reconnaissait finalement que le travail ancien industriel était aliénant dans la dépossession de l'ouvrier de son travail qui n'avait plus aucun intérêt. Et on voyait dans ces nouvelles organisations flexibles, en petits ateliers, donnant plus de responsabilité et d'autonomie aux collectifs de travail, aux individus, finalement un moyen aussi de revaloriser le travail, c'est-à-dire de redonner du sens au travail, avec plus de responsabilité, plus d'autonomie, moins de hiérarchie, etc. Bon. Et d'ailleurs, certaines entreprises ont suivi cette voie avec un certain succès. Le problème, c'est que ce mouvement-là, on a commencé d'importer ces nouvelles méthodes, donc il ne faut pas qu'il y ait de stock, il faut qu'on fasse du juste à temps, donc la production soit faite juste au moment où on en a besoin à chaque stade pour éviter les stocks, avec des salariés polyvalents, donc mieux formés, mais plus flexibles, qui acceptent de travailler un peu quand on veut, etc. Bon. Le problème, c'est que ce mouvement-là, qui à la limite aurait pu être vers la poursuite d'une espèce de capitalisme, si vous voulez, régulé à l'ancienne, où en échange finalement d'un partage des gains de productivité, de la poursuite d'une progression de la rémunération des salariés dotés de plus d'autonomie, de responsabilité, mais aussi avec une contrainte de plus de flexibilité, ça aurait pu être une forme de poursuite finalement de cette espèce de capitalisme des 30 Glorieuses qui faisait un compromis. On partage les gains de productivité, en contrepartie, la classe ouvrière fait ce qui est nécessaire pour que ça marche. Bon. Et le problème, c'est que ce mouvement s'est trouvé télescopé parce que c'est arrivé en même temps qu'autre chose, un autre grand bouleversement qui lui est pas technologique mais qui est politique, qui est la victoire dans le monde des mouvements et de l'idéologie qu'on a appelée néolibérale, pour faire simple, avec l'arrivée de Thatcher en Angleterre, Reagan aux États-Unis, etc. Et l'arrivée de nouvelles politiques reprenant une idéologie économique qui va aller finalement devenir dominante, qui est l'idée que les marchés règlent tous les problèmes spontanément. Donc il faut faire réduire de manière radicale le périmètre de l'État, laisser fonctionner des marchés de libre concurrence, et qu'un moyen, il y a 2 leviers fondamentaux pour cela, pour installer cela, c'est d'intensifier la compétition mondiale par le libre-échange, et c'est de libérer totalement la finance
pour redonner les pleins pouvoirs, en fait, dans l'entreprise comme dans la société, à ceux qui détiennent le capital et l'argent. Car à partir du moment où la finance est parfaitement libre, les capitaux circulent parfaitement librement et où on peut faire n'importe quel type d'instrument financier spéculatif, ceux qui détiennent l'argent, qui avaient très très peu de pouvoir dans les années 50-60 dans les grandes entreprises, récupèrent la totalité du pouvoir parce qu'ils peuvent dire aux managers, aux entreprises, aux syndicats, etc. Soit vous faites comme on dit pour qu'on extrait le maximum de valeur pour l'actionnaire, le maximum de rendement financier pour l'actionnaire, soit on va ailleurs, on investit ailleurs, on n'a rien à foutre de vous, qu'il y ait de l'activité ici ou pas, nous on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on ait nos 15 ou 20% de rendement financier. Et comme on est dans une économie ouverte où la finance, les capitaux circulent librement, on a le droit, on a la liberté de partir du jour au lendemain et d'aller placer notre argent ailleurs. Et donc du coup, l'idée d'un nouveau management pour faire face à cette mutation technologique qui existait, qui exigeait un travail plus qualifié, plus autonome, plus flexible, etc., plus responsabilisé, s'est vu récupéré et interprété à la lumière de il faut maximiser la rentabilité pour l'actionnaire, pas la rentabilité pour l'entreprise. C'est-à-dire pas la rentabilité en termes d'efficacité productive pour l'entreprise, la rentabilité pour l'actionnaire. Et donc, du coup, évidemment, comme on a donné le plein pouvoir aux actionnaires et à leurs représentants PDG, etc., qui étaient rémunérés et évalués en fonction de leur capacité à extraire de la valeur pour l'actionnaire, le management du travail et l'organisation du travail s'est trouvé dans les grands groupes et les grandes entreprises entièrement pensé, non pas en fonction de la croissance à long terme de l'entreprise et de son efficacité économique, mais en fonction de la capacité d'extraire de la masse humaine, des ressources humaines présentes, le plus de jus financier qu'on pouvait en retirer, quitte à ce qu'il y ait de la casse et que l'excédent qui ne tenait pas le coup, eh bien, se suicide, sombre dans la dépression, puisse être viré pour faute et incompétence. Et donc, en fait, les nouvelles méthodes sont des méthodes qui reposent sur l'individualisation pour casser tous les collectifs de travail. L'évaluation individuelle devant le chef de service, le responsable, etc. C'est-à-dire un procédé infantilisant et humiliant et stressant qui fait que les gens sont en permanence dans le stress de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, etc. Des conditions de travail dans l'industrie, par exemple, avec le zéro stock, le flux tendu, où chacun est responsable ou chaque groupe atelier est responsable de son étape de travail, et il sait que sinon, s'il foire le truc parce qu'il va pas assez vite, eh bien en fait il va faire rater la suite du processus parce qu'il n'y a pas de stock tampon, il n'y a aucune marge d'erreur. C'est-à-dire ceux qui arrivent après dans le processus, ils n'ont pas les pièces, ils n'ont pas les trucs pour travailler parce qu'il n'y a pas de stock tampon comme c'était le cas autrefois. Ce qui fait que si l'équipe d'avant n'a pas fait son job, elle met dans la mouise, pour rester poli, l'équipe d'après, qui à son tour se sentira coupable et responsable de faire du tort à l'équipe d'ouvriers d'un autre stade ou d'un autre établissement, etc. Je ne vous donne pas tous les détails. Ce qu'il faut comprendre, c'est le ressort du mécanisme. On est passé d'une forme d'exploitation ancienne du travail qui avait une certaine brutalité, c'est-à-dire il y avait les patrons, les capitalistes, et puis il y avait la classe ouvrière. La classe ouvrière, elle travaillait dur. Elle savait qu'elle avait des intérêts pas tout à fait convergents avec ceux des patrons. On était dans le rapport de force. Un rapport de force s'était installé pour des raisons historiques et politiques qui faisaient qu'en raison du pouvoir du capital dans la gestion, il y avait un partage du résultat des gains de productivité en échange de quoi la classe ouvrière renonçait pour le moment à exiger le pouvoir dans l'entreprise. Ça, c'était la révolution. On abat le capitalisme et on prend le pouvoir. La classe ouvrière renonçait à prendre le pouvoir, on acceptait qu'il y ait des entrepreneurs capitalistes qui dirigent, mais la contrepartie dans ce rapport de force, c'était qu'on partage plus équitablement le produit pour qu'il y ait une vraie élévation du niveau de vie, etc. de la classe ouvrière. C'est ce qui s'est passé en gros dans les 30 Glorieuses. On est passé de ce système-là à un système, donc ça c'est l'exploitation brutale, il y a deux camps ennemis. On est dans le rapport de force. Il y a des périodes où la classe ouvrière est totalement écrasée par le capitalisme. Il y a des périodes où, pour des raisons politiques, historiques et de rapport de force, eh bien, il y a des possibilités d'inverser. On est passé avec ce nouveau management avec une forme beaucoup plus perverse d'exploitation et d'aliénation. C'est qu'en jouant sur la responsabilisation individuelle et l'individualisation des carrières, de l'évaluation, etc., on a mobilisé la subjectivité des individus, leur psychologie, pour que ce soit eux-mêmes qui se sentent coupables et responsables éventuellement de l'échec et de la sous-performance.
C'est-à-dire là où avant il n'y avait aucune espèce d'idée que les ouvriers pouvaient être sous-performants, d'abord c'était pas le cas parce qu'il y avait des gains de productivité très élevés, eh bien le nouveau management, en cassant tous les collectifs, a rendu chacun responsable de son travail. Et de manière très perverse, parce que avec un discours, comme je vous l'ai dit, qui essaie de faire croire que c'est dans l'intérêt des travailleurs eux-mêmes, évidemment, d'être plus autonomes, d'être plus responsables. C'est-à-dire qu'on flatte le côté narcissique qu'il y a en chacun d'entre nous, qui aime bien effectivement se sentir responsable. Le prix à payer, c'est la culpabilité. Alors, être davantage responsable et être évalué, éventuellement, c'est bien quand on vous donne les moyens d'être à la hauteur de ce qu'on vous demande. Mais ce nouveau management est un nouveau management qui a systématiquement renforcé les exigences en termes d'output, c'est-à-dire en termes de production, mais évidemment en réduisant les moyens mis à disposition, les délais nécessaires, parce qu'il ne s'agissait pas d'avoir une production efficace, il s'agissait d'avoir la marge la plus élevée possible, quitte à tuer les gens au travail. Parce que ça, c'est pas grave, parce qu'il y a une armée de réserve de chômeurs, on peut remplacer ceux qui meurent par les nouveaux. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc évidemment un management criminel parce que littéralement ça aboutit mais à des choses aberrantes. On ne peut pas tout raconter ici, mais ce modèle qui est parti dans l'industrie, c'est généralisé ensuite dans les services et pas seulement dans l'industrie. Et donc avec des processus qui sont véritablement infantilisants et humiliant pour les salariés. Vous avez des boîtes, vous avez des centres de télémarketing, je ne vous parle pas d'il y a 30 ans, là maintenant, aujourd'hui, qui pour soi-disant souder les équipes, vous savez, autrefois on faisait des stages de saut à l'élastique, ce qui était déjà un truc complètement débile, déconnant et humiliant, de prendre les gens comme des gamins et dire on va renforcer votre esprit d'équipe en vous imposant une violence totale, physique, psychologique, parce que si vous n'y arrivez pas, vous avez honte. On vous remet dans la situation infantile de l'individu qui doit être à la hauteur devant ses collègues. C'est une abomination totale, c'est une abomination. C'est un crime contre les droits les plus élémentaires des individus à la dignité. Bon, alors on a abandonné les stages de saut à l'élastique, on a remplacé ça par le paintball et autres conneries, mais maintenant on organise beaucoup ça, des jeux d'entreprise. Et il y a des centres de télémarketing en France qui organisent tous les ans des espèces de jeux concours dans leur bureau en présence des familles. C'est-à-dire qu'on fait venir les familles vers l'épouse, l'époux, les enfants des gens pour assister aux jeux concours. Et c'est soi-disant un truc, oui, c'est un truc festif pour renforcer les liens, etc. Et on replace les gens, ceux qui veulent pas. Alors, c'est pas obligatoire, parce qu'évidemment, ce sera interdit par la loi. C'est proposé, mais évidemment, dans une situation où si vous refusez, bah, vous vous mettez dans le clan des refusniks, et voilà. C'est épouvantable. Et des cas comme ça, on pourrait en citer plein. Et alors, on connaît le résultat, hein, évidemment, c'est l'explosion des suicides. D'autant qu'on a eu la bonne idée d'étendre dans des anciens services publics ou dans les services collectifs. Ça a été le cas à France Télécom, devenu Orange depuis. Ça a été le cas à Pôle emploi. Ça a été le cas même maintenant dans des administrations. C'est le cas maintenant dans les hôpitaux, dans les universités, où on a étendu ce new management en remplaçant une logique qui était une logique de qualité de service dans le service public. C'est-à-dire pas une exigence de résultat. Dans un service urgentiste, comme je le disais le 24 juin, il a une exigence de pouvoir sauver des vies des gens au moment où ils arrivent. Il n'a pas une exigence d'économie de moyens. On est rentré dans une logique de codage et d'économie de moyens. Avec les tarifications à l'acte dans les hôpitaux publics, eh bien, on incite les hôpitaux et les médecins à développer plutôt des actes médicaux qui sont rentables en termes de budget pour leur hôpital. Comme si on devait décider de la répartition des soins, d'efforts et des investissements en fonction de ce que ça rapporte du budget plutôt qu'en fonction des besoins des patients. Donc c'est une folie totale qui a aussi gagné les services publics. Alors il faut que je m'avance vers la fin prochainement. Il me reste combien de temps? Il me reste 10 minutes, oui, mais comme il y a beaucoup de sujets, je vais essayer de dresser le tableau. Alors évidemment, quand ça passe dans le public, c'est pour ça qu'il y a eu une telle vague de suicides, par exemple, à France de Télécom. Finalement, beaucoup plus impressionnant en intensité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Hein. Le Conseil économique et social estimait il y a une dizaine d'années qu'en gros, il y avait à peu près un suicide au travail par jour.
liées à la souffrance au travail. Hein, ça fait quand même jour ouvré dans les entreprises. Ce qui a été frappant au moment de l'extension de ces logiques de compétition, d'évaluation individuelle, de rentabilité, dans des anciens services publics, et là où on voit évidemment la violence psychologique exercée sur les gens, c'est que on transposait cette logique à des populations de travailleurs qui avaient, eux, évidemment, depuis toujours, une culture du service public. C'est-à-dire une culture qui, contrairement à ce que disent les déconnants ultra et néolibéraux, n'est pas une culture de la fainéantise et du tir au flanc, même s'il y en a là, comme il y en a partout ailleurs, et tout autant dans les entreprises privées, et notamment dans toute la partie de ce que l'anthropologiste Graeber appelle les bullshit jobs, c'est-à-dire les jobs à la con qui servent à rien, c'est-à-dire les jobs de gestionnaire. Il y a, dans les grandes entreprises, il y a 50% des gens qui servent à rien. Parce qu'ils servent à faire de la gestion. Pour faire de la gestion, il suffit d'un bon ordinateur et d'un bon contrôleur de gestion. Mais le problème, c'est qu'il faut un mec pour évaluer le contrôleur de gestion, un mec pour contrôler celui qui évalue le contrôleur de gestion, des mecs pour donner les ordres et concevoir les méthodes de gestion et de management, des cabinets d'audit pour évaluer ces méthodes. Mais c'est ça qu'on passe. Et ça vous fait des tonnes et des tonnes de paperasse, de rapports, de séminaires, de bidules, de mails. Les gens passent leur truc vraiment à des conneries. Et vous avez une petite fraction de l'entreprise qui bosse pour produire, pour rendre le service, pour produire le bien. Il y a eu une inflation des postes de gestion et d'administration qui est absolument faramineuse du fait de cette logique-là, de la gestion, du contrôle, des budgets, des plans qu'il faut vérifier tous les trimestres, de l'évaluation, etc. C'est une folie. Maintenant, quand vous transposez cette logique-là, qui est déjà débile, dans le secteur privé. Dans le secteur privé, les salariés qui sont un secteur concurrentiel, ils ont toujours vécu dans cette idée que finalement, s'ils n'étaient pas compétitifs, la boîte fermerait, etc. Bon. Vous transposez ça à des mecs qui sont médecins dans des hôpitaux, professeurs dans des universités, chargés de placer des chômeurs dans un service public de l'emploi, ou de gérer les lignes téléphoniques dans une entreprise publique de téléphone. Vous adressez à des collectifs de travailleurs, de cadres, de techniciens, d'ouvriers, pour qui, eux, la seule culture du travail, c'est la culture du service. C'est la culture du service public, c'est la culture de la qualité du travail, du produit et du service rendu. C'est jamais l'idée que c'est bien à la seule condition qu'on ait réussi à faire le moins cher possible pour dégager le plus de marge profit, parce que ça n'a aucune espèce de sens. Or, c'est cette logique-là qu'on a voulu introduire dans ces services-là. Et donc à France Télécom, c'est typique quand vous avez, je ne reciterai pas son nom pour pas juste là faire offense à un nom, mais je le cite dans mes livres, et notamment dans le dernier, La Déconomie, l'ancien PDG de France Télécom à l'époque. Je vous le rappelle, en réagissant à cette situation où on avait, je ne sais plus combien, il y a eu une trentaine de suicides en juste 6 mois, et en totalité, sur plus d'1 an et demi, on est passé à plus de 50. Il avait parlé, oui, il dit en effet, à la sortie d'un conseil d'administration consacré à cette question, il avait déclaré à la presse, oui, il est important de mettre un terme à cette mode du suicide. Vous vous en souvenez? Et le pire, parce que je crois vraiment que là il y a quelque chose qui relève de la folie totale et qui montre bien la distance entre des gens qui ont fait uniquement des carrières de hauts fonctionnaires, de gestionnaires, qui ont jamais mis les pieds dans une rue pour faire leurs courses et qui mènent pas la vie des gens normaux. 2 jours après, parce que sans doute son service de communication lui avait expliqué que la mode des suicides, ça avait fait un effet assez dramatique dans tous les foyers de France et de Navarre, en disant mais ce type est fou, quoi. Et on s'attendait à ce qu'il fasse des excuses. Il dit oui, excusez-moi, vous m'avez échappé, c'est complètement en folie, c'est une honte que j'ai dit ça, je présente mes excuses aux familles. Enfin, un truc normal, quoi. Vous pouvez faire une grosse connerie. Bon, à la limite, si au moins, quand quelqu'un vous en fait prendre conscience, vous excusez, c'est mieux que rien. Et le type, en matière d'excuses, il avait juste fait une excuse linguistique, si vous l'avez fait une explication. Il avait dit oui, effectivement, le mot n'était pas approprié, mais en fait, le mot mode m'est venu. Il explique 2 jours après dans un entretien à la presse, parce que ce que j'avais en tête, parce qu'on parle beaucoup anglais, n'est-ce pas, dans le business, j'avais en tête l'expression anglaise de mood. Le mood, c'est ça qui m'a donné mode. Et le mood...
Sans déconner. Et le mood, vous savez, le mood, c'est l'humeur, c'est le. Donc le mec dit en fait oui, c'est pas le mode, ce que je veux dire c'était l'humeur. Il y a une humeur suicidaire à France Télécom. Le mec polytechnicien. Derrière des suicides, il y a des gens, il y a des familles, il y a des femmes, des fils, des enfants, des filles qui pleurent. Et que le type, même à 2 fois, 3 fois, 3 reprises. Donc c'est ça le nouveau management. Et les nouveaux managers. Donc vous voyez, quand on parle de capitalisme criminel et de management criminel, le mot est presque faible. Et c'est pour ça que je parle de crime contre l'humanité. Alors on pourrait s'attendre, je voudrais terminer sur ce dernier aspect. On pourrait s'attendre à ce que ce nouveau management criminel est fou, débile, parce que alors en plus en termes d'efficacité, on sait très bien que notamment dans les établissements, les PME, les entreprises à taille intermédiaire, qui ne sont pas commandées par la valeur actionnariale, soit parce que c'est pas des sociétés par action, soit parce que c'est des entreprises en fait familiales qui sont restées dans une logique à l'ancienne, industrielle à long terme et qui se fichent pas mal du taux de marge ou de rendement financier à court terme. Et donc ils sont des vrais entrepreneurs qui vivent la vie à long terme et le progrès de leur entreprise, et dans lesquelles on ne met absolument pas en œuvre ces nouvelles méthodes de management. Et il y a même, vous avez des entreprises qui, au contraire, sont allées beaucoup plus loin, ont compris qu'il fallait aller beaucoup plus loin dans le partage du pouvoir. Des entreprises où le type qui, logiquement, en droit, devrait être le patron de l'entreprise, dit non, on va élire le chef d'entreprise, moi je suis un des collaborateurs. Bon. Donc tout ça existe, et maintenant on le sait, parce qu'on a beaucoup de recul, que toutes les entreprises qui reposent plutôt et qui sont fondées plutôt sur le traitement de l'entreprise comme un collectif humain, qui doit décider ensemble des modes d'organisation et de gestion, et qui traite chacun équitablement, et qui ne suit pas ces nouvelles méthodes, sont en réalité très efficaces et même très rentables économiquement. Donc en plus, on a un système qui est économiquement en fait ne tient pas, se condamne lui-même, et puis génère d'ailleurs évidemment un mouvement d'anticapitalisme on ne peut plus fonder, de manière assez idiote, parce que vous avez des tas de gens qui se sentiraient pas spécialement anticapitalistes dans un système justement de capitalisme régulé, où quand même on partage, mais franchement, quand maintenant le capitalisme, ça veut dire que ceux qui ont l'argent ont le pouvoir de pousser des gens au suicide pour pas être obligés de leur payer des indemnités de licenciement, qui peut ne pas être anticapitaliste? À part les cons et les salauds, à part les fous et les salauds. C'est-à-dire, il faut être fou ou être salaud pour être pro-capitaliste. Une fois qu'on a compris ce que ça veut dire, le pouvoir donné au capital. Donc les types sont aussi leur propre branche. Mais, pour terminer, on pourrait s'attendre à ce que, du coup, au moins dans la profession des économistes, y compris des non-atterrés, parce qu'il y en a qui sont atterrés, mais il y en a qui ne le sont manifestement pas. Mais néanmoins, il faut dire qu'est-ce que la science économique aujourd'hui a à dire sur ces problèmes de management et notamment du travail. Bon. Figurez-vous qu'aujourd'hui, d'abord, dans les manuels de sciences économiques, ce qu'on apprend encore aux étudiants, qui est la doxa, par exemple en matière de marché du travail, eh bien, c'est que l'offre du travail, c'est une courbe croissante à partir de laquelle, qu'on appelle l'offre, chaque individu détermine le nombre d'heures de travail qu'il est disposé à offrir en fonction du salaire horaire. C'est exactement comme si chacun d'entre nous, les travailleurs, nous étions des anciens ouvriers artisans, si vous voulez, du XVIIe siècle, et que nous avions à décider de notre emploi du temps et du nombre d'heures que nous étions disposés à travailler en fonction du prix de marché auquel on pouvait vendre le produit de notre travail. Donc on en est resté à cette configuration-là. C'est-à-dire l'idée que pour 99% des salariés, personne ne se pose la question de savoir le nombre d'heures qu'il est disposé à offrir, parce que d'abord, il faut déjà, est-ce que je vais trouver un job? Donc il y a la première catégorie, il y a ceux qui n'en trouvent pas, et ensuite il y a ceux qui peuvent en trouver un, et quand ils peuvent en trouver un, ils ne sont pas en train de tracer une courbe. Bon, alors, si je travaille 10 heures, je veux bien pour salaire, si c'est salaire c'est ça, je veux bien 18 heures. C'est pas comme ça que ça se passe, les mecs. C'est les patrons décident des horaires de travail qui les arrangent. Et ils disent aux mecs, vous voulez bosser ou vous voulez pas bosser? Vous voulez pas bosser, tirez-vous. Si vous voulez bosser, c'est comme ça.
Et le salaire, d'ailleurs, c'est pareil, c'est comme ça. Ah oui, bon. Et ben dans la théorie économique, on enseigne encore aux étudiants, donc le salaire est négocié, que les travailleurs offrent, ils arbitrent entre le loisir, ils arbitrent entre le loisir et le travail en fonction du taux de salaire, en comparant l'utilité de leur loisir et l'utilité des revenus qu'ils vont. C'est encore comme ça que, principalement, un étudiant va apprendre ce que c'est que le marché du travail. Et comment... Parce qu'il y a quand même quelques économistes, et j'en ai même parmi des collègues à moi à Sciences Po qui ont travaillé là-dessus. Il y a même des économistes qui nous parlent de la souffrance au travail. Puis on dit, ah, c'est super, il y a des gens qui se sont intéressés au sujet. Non, le problème, c'est que les économistes du mainstream qui s'occupent du sujet, je vais vous dire juste en 2 mots comment ils traitent ça. Vous allez voir, c'est à peine croyable. C'est soit à mourir de rire, soit, je sais pas, faut les flinguer, ou c'est à se taper la tête contre les murs, tellement c'est monstrueux. Il existe en effet des travaux publiés dans des grandes revues anglo-saxonnes, américaines, d'économie ou françaises, qui sont reconnus comme les grandes revues dans lesquelles les économistes bien placés doivent publier pour leur carrière. Eh bien, alors voilà, comment on va expliquer la bonne méthode pour réduire la souffrance au travail et les suicides au travail? Eh bien, il faut bien comprendre une chose, c'est que selon cette analyse économique, sur toujours marché du travail, etc., le problème, c'est que s'il y a du harcèlement moral des employeurs vis-à-vis des salariés, si on les pousse à la démission, on les emmerde, on les fait chier, on leur impose des trucs impossibles à faire, voilà, pour faire virer, que ne reste finalement que les plus malléables, ceux qui peuvent tenir le choc, et virer les autres, mais qui s'en aillent, soit qui se suicident, soit qui soient remis à la retraite anticipée pour dépression, soit qui démissionnent, eh bien c'est parce que on manque de flexibilité et de liberté au profit des employeurs, et que si les employeurs avaient la liberté totale de licencier du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on mettait en place les fameux projets de flexibilisation du marché du travail, eh bien, ils ne seraient pas obligés de harceler les gens jusqu'à ce suicide ou jusqu'à ce qu'ils démissionnent, et donc ça ferait réduire le taux de suicide. Évidemment, ils appuient ça, ce beau raisonnement théorique, n'est-ce pas, par un certain nombre d'études empiriques. Alors après, il faudra les regarder, je n'ai pas eu le temps de le faire dans le détail, où ils se débrouillent et en même temps, ça peut être possible, évidemment, pour montrer, finalement, dans des comparaisons internationales, que là où il y a plus de liberté dans le droit du travail et le droit du licenciement, il y a moins de suicides. Ce qui est d'ailleurs éventuellement tout à fait possible et plausible. Donc comprenez bien ce que ça veut dire. C'est que les mecs, en plus, c'est écrit et c'est publié. C'est-à-dire que les types, d'abord ils le pensent, et ensuite ils l'écrivent. En plus, c'est publié par des comités de lecture des meilleures revues économiques ou considérées comme telles, et qui disent en fait, on a des patrons capitalistes qui sont des salopards, qui sont disposés à laisser des gens aller jusqu'au suicide, jusqu'à la mort, en raison du traitement qu'on leur inflige. Et donc la solution pour éviter cela, c'est pas de mettre les salopards en prison. La solution pour éviter cela, c'est de laisser aux salopards le moyen d'avoir encore plus de moyens de pression et droits de vie et de mort sociale sur les individus, en leur disant on peut faire ce qu'on veut de vous et de votre job. À ce moment-là, en effet, ils ne seront pas obligés de les pousser au suicide. Les mecs se suicideront une fois qu'ils auront été virés.